Ça sert à tout, pas seulement épée. On peut faire curton. J'ai reçu le vieux divan et mon cul est bien dedans. Curton, ça va. On peut faire bourreau, évidemment. Hein. Bourreau. Ah ouais. Bourreau. Golfeur. Golfeur. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que je fais après? Je comprends pas le nouveau. Misanthrope va parfaitement. Mais je pense que c'est toujours la même misanthropie et qui est pour moi celle de Schopenhauer. C'est-à-dire le philosophe père putatif non seulement de Nietzsche, mais de Freud, ce qui est peut-être encore plus important. Et qui n'était pas connu pour un optimisme épileptoïde, qui pensait que l'homme était une catastrophe. Et que ce qu'il appelait la volonté menait le monde, c'est-à-dire la pulsion inconsciente, aveugle et imbécile, qui conduit tout droit au prochain match de football en attendant le salon de l'auto. Revenons pour l'instant à la présentation de notre héros. Notre héros, dont la tête chauve et glabre, rappelle irrésistiblement un œuf de fort mauvaise humeur. La bouche dure, les yeux presque noirs, fixes et froids. Couché sur son lit, habillé comme peut encore l'être un quelconque membre de la normalité générale, il se caresse de temps en temps du dos de la main une joue dont il n'a pas senti la peau nue depuis ses 20 ans. Il constate que, sans sa barbe, il se sent ridiculement indécent et esquisse à cette pensée idiote l'ombre d'un demi-sourire. Mais le goût du fusil dans ma bouche parfois me calme. Mourir aujourd'hui ou demain, qu'importe. Ah si, j'ai piscine demain. Et suis-je en train de faire la bête est une très bonne question. Vu ce que je sais de l'humanité, je l'espère du fond de mon âme, qui par ailleurs n'existe pas non plus. Je préfère faire la bête que le curé, le notaire, l'informaticien, celui qui croit en quelque chose, celui qui fait comme s'il savait pourquoi il était là. Vive les bêtes. Ma chienne, elle ne se doute absolument pas que le meilleur de moi, c'est elle. Ma chienne est ma dernière cartouche. Après elle, je n'aurai plus rien. Qu'il soit impossible de trop aimer ma chienne est ma seule conviction. Je ne suis pas sûr qu'il faille aimer l'humanité. Quant à aimez-vous les uns les autres, c'est un principe éthique du niveau intellectuel du
d'une fourmi. Ça ne veut rien dire, aimez-vous les uns les autres. D'abord, comme disait Freud, il n'est pas du tout certain que les uns et les autres soient aimables. Donc, bon, qui plus est, aimez-vous les uns les autres, qui est présenté comme les chrétiens, comme le top du top de l'impératif catégorique et de la moralité absolue, c'est du niveau de si tous les gars du monde. Certes, si tous les gars du monde, mais en attendant, ça ne marche pas, on voit. Donc, c'est pas le problème. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'aimer l'homme en tant que tel. C'est quand même le type qui a fait Auschwitz. Les animaux ne font pas Auschwitz. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de répéter que je suis du côté des animaux. Je ne suis pas du côté de l'homme. Je ne veux pas être du côté de l'homme. Je ne dis pas les individus c'est autre chose. Je parle d'Homo sapiens en tant que projet d'espèce glorieuse. Ça, c'est de la foutaise, et c'est de la foutaise dangereuse et destructrice. Je hais cela. Vie. Je le savais. Comme moi. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Crâne, où je raconte que j'ai subi une opération d'une tumeur au cerveau, opération éveillée, c'est un autre sujet, mais en tout cas, le fait est que j'ai vécu depuis maintenant 11 ans avec une tumeur au cerveau du mauvais côté, hémisphère gauche chez un droitier, c'est-à-dire en plein milieu du centre de la pensée rationnelle, du langage, etc. Et ça veut dire que depuis 11 ans, et surtout pendant à peu près les 7 premières années, j'avais au début, on m'a dit vous allez probablement disparaître dans à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis d'examen en examen, on a vu que ça allait être plus long, ce qui m'arrangeait, j'étais en aucune façon pressé. Et puis finalement, on a opéré cette affaire avec un risque non négligeable d'induire des dommages collatéraux fort importants. Donc cette histoire pouvait tourner mal, et avant de subir cette opération, j'ai tenu à aller visiter Auschwitz, où je n'avais jamais été de ma vie. Et je suis parti donc en février pour profiter de la saison et j'ai passé une semaine à Auschwitz, où je logeais dans un hôtel qui est juste à 150 mètres de Arbeit-Marktfrei. Et je suis allé là, certainement en partie parce que j'étais au fond de moi-même persuadé, même si je connaissais les statistiques, etc., j'étais assez persuadé que j'allais y rester dans cette affaire. Et je ne voulais pas partir avant d'aller rendre hommage, et aussi d'aller voir si j'avais ou non raison de penser tout le bien que je pense de l'humanité. Enfant, je me sentais souvent comme frappé d'effroi. C'était la honte d'être homme, je le savais pas. Bourreaux et victimes étaient tous également Homo sapiens. Ça, c'est atroce. Ça n'enlève en rien la culpabilité des uns et l'innocence des autres, mais cela pose véritablement une question, c'est que voilà ce que nous sommes capables de faire. Et on y est très très vite. Quand je suis arrivé, c'était un soir de février, déjà très tard, à l'hôtel, juste devant Auschwitz, et dans ma chambre, je suis descendu, et
j'ai dit au jeune homme qui était à la réception, où est-ce que je peux trouver quelque chose à manger ce soir? Et il m'a dit, oh, vous allez rien trouver de cachère par ici. Et je me suis dit, je vais le buter. C'est pas pour ça que je l'aurais buté, etc., etc. Mais la pulsion est immédiatement là. Immédiatement là. De quoi suis-je capable? Au musée de l'homme, les cafards, la nuit, se tordent de rire. Oui, je suis obsédé par Auschwitz, certainement. Parce que Auschwitz, c'est le... et Treblinka, et etc., bien entendu. Mais c'est la contradiction de siècles de pensée philosophique et d'anthropologie philosophique. C'est-à-dire que non seulement le pire est possible, mais le pire est là, parce que Auschwitz, c'était hier. C'était hier et c'était ici. Le Veldiv, c'est ici. C'est bien blanc, c'est bien français, c'est bien allemand, c'est bien européen, c'est bien tout ce qu'on veut. Il est trop facile pour notre racisme insidieux et réflexe, de dire, bon, il y a eu le viol de Nankin par les Japonais, etc. Le Rwanda, oui, mais le Rwanda, alors il y a plusieurs variantes, et on ne peut pas critiquer les Africains, mais c'est la faute du colonialisme, etc. Enfin, on peut rationaliser ça dans tous les sens qu'on veut. Le Veldiv, c'est nous. Il y a une école ici à moins de 100 mètres qui dit, voilà, de cette école, 30 petits-enfants juifs ne sont pas revenus. Ça ne me met pas de bonne humeur, ça. Je me souviens distinctement un jour d'avoir éprouvé un peu d'espoir, mais à quel propos? Mystère. Connard. Et là, je reviens à mon tonton, dont on parlait tout à l'heure, qui a commis un crime de guerre. Mon tonton, mercenaire au Congo, avait à seulement la moitié de mon âge déjà tué beaucoup de monde. Est-ce que je serais capable de commettre un crime de guerre moi-même? Ça dépend des guerres, mais en soi, très probablement. La pire espèce, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Goethe a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un crime qu'il n'aurait pas pu commettre lui-même. Comme enfermé dans la cage d'un zoo, j'observe la foule ignoble. La terre, ce joyau des possibles, finira en un gigantesque et asphyxié parking d'hypermarché. L'individu, par courts instants, parvient peut-être à s'élever un peu. L'espèce, elle, non, jamais. La religion de Narth s'appelle Schopenhauer. Et Hamlet reste le héros de tous ses épuisements et de tous ses dégoûts. Je suis un Schopenhauerien dépressif. Je ne crois pas au choix, je crois qu'on peut décider d'aller chez McDo ou chez Quick, peut-être, mais sur les choses essentielles, je pense que le choix est un fantasme. Le secret, s'abstenir de vouloir. J'ai peut-être choisi d'écrire, mais je n'ai pas choisi de vouloir écrire. Je n'ai pas choisi d'avoir le sentiment profond que c'était la chose la plus fondamentale que je pouvais faire dans ma vie. Ça s'impose à soi. Coiffeur pour dame ou dresseur de tigre, dresseur de tigre. Je n'ai pas choisi, la plus grande plaisanterie de toutes, je n'ai pas choisi d'être pauvrement, mais je fais ce que je peux, hétérosexuel,
plutôt qu'homosexuel, ni d'ailleurs, comme je n'aurais pas pu choisir non plus d'être homosexuel plutôt qu'hétérosexuel. Ça ne veut rien dire, je pense. Il est évident que si mon sexe portait des lunettes, nous éviterions bien des malentendus. On a plus ou moins cette pulsion, on a plus ou moins ce que les Freudiens appellent la pulsion, et je reste profondément freudien, et c'est ce que Schopenhauer appelait la volonté, mais en utilisant le terme de façon très très particulière, parce que c'est justement cette volonté dont il parle, et tout le contraire justement de la volonté, c'est-à-dire, c'est le désir qui explose et qui bouscule tout. Aujourd'hui est pire qu'hier, demain sera pire qu'aujourd'hui. Arthur Schopenhauer joue et gagnant. Quelques individus valent la peine, peut-être aussi que presque tous valent un petit peu la peine. Ça j'ai vu en psychiatrie, ça j'ai vu en prison, où je donnais ces cours d'anglais quand j'étais très jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Plusieurs de ces assassins sont devenus, non pas des amis, mais presque. Des gens qui avaient littéralement tué, qui en avaient tué d'autres. Et certains, au-delà de leur sociopathie, certainement, étaient assez attachants sur certains points, parfois sur beaucoup de points. Donc, c'est très particulier, d'individu à individu, c'est toute une autre affaire. Mais ça n'empêche que de considérer quand même que Homo sapiens en tant qu'espèce me semble profondément raté. Je ne doute pas qu'il faille préférer la vie, j'ai juste du mal à comprendre clairement pourquoi. Il y a une lettre dont on parle assez peu, et dont les analystes parlent assez peu, probablement en partie parce qu'elle n'est pas vraiment bonne pour le commerce, mais que Freud écrit à Lou Salomé à peu près en septembre 14. Donc, comme on sait, l'été a été moche, la guerre est déclarée, et Freud, qui au début a eu un mouvement plutôt pro-guerre, pro-Germanie, etc., je parle de 14, se calme très très vite, et écrit une lettre à Lou Salomé où il dit, et la citation est quasi exacte, mot à mot, il dit « Il faudrait quand même dire au grand Manitou, ou appelons-le comme on veut, que l'homme est raté. Profondément raté. Et que c'était bien essayé, mais il faudrait que ça finisse le plus rapidement possible et que l'on essaye autre chose. » Tirer dans le tas coûte, semble-t-il, très cher. Reste le rêve. Je crois qu'un être qui est aussi capable structurellement d'aller de massacre en massacre, qui se manifeste maintenant par la destruction du vivant et de la possibilité du vivant, dans l'effondrement de la planète même, à cause de son imbécilité, de son égocentrisme, et évidemment de son sadisme conscient ou inconscient, c'est-à-dire de sa nature même profonde, je ne vois pas comment éprouver vis-à-vis de l'homme en général, et avec un grand H, la moindre sympathie, ou imaginer le moindre regret lorsqu'il aura eu enfin la bonne idée de dégager l'atmosphère. Pas plus que manger du poisson n'apprend à nager, un bon gigot de sapiens nous conduira à la sagesse. Et anthropologiquement, ça pose une question fondamentale. C'est-à-dire que quand on
Et on est obligé, je pense, pour des tas de raisons, historico-politiques, etc., de critiquer tel ou tel aspect de ce qui se passe ici et maintenant, ou là-bas et maintenant, vis-à-vis d'Al-Qaïda, vis-à-vis de, etc., vis-à-vis de ce délire de la radicalisation islamique. Je pense qu'on ne peut le faire que si on se souvient de la Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'était nous. C'était nous, c'est bien nous, et on sait, entre chrétiens et protestants, je ne suis ni l'un ni l'autre, on s'est exterminé en Europe pendant à peu près 400 ans. C'est long, 400 ans. Et tout le monde est très nerveux de la position Brexit de l'Angleterre sur ce que ça va donner en Irlande du Nord. Pour des raisons, encore une fois, religieuses, entre joyeux chrétiens, Jésus, fanatiques, de tout ce qu'on veut, qui sont... On sent que ça monte. Cette humanité est monstrueuse, et je pense que c'est seulement à partir du moment où on est profondément convaincu de cela que l'on peut se permettre d'insulter le délire, qu'il soit religieux ou non d'ailleurs, le délire humain en général, et éventuellement celui du radicalisme islamique en particulier. Dieu est mort, c'était lui ou moi. Le problème de l'humanité, c'est l'humanité. Que c'est pas cette humanité-ci ou cette humanité-là, ou que l'on croit à Jésus, à Mohamed, à Allah, à tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que l'humanité n'arrête pas de délirer. Et ça, Freud le dit très bien, entre autres, dans L'avenir d'une illusion, c'est qu'en quelque sorte, ces illusions sont pleines d'avenir. Ça n'arrête jamais. Et qu'il y a là une incapacité générale, auquel un petit nombre de gens échappent, mais une incapacité générale à accepter le réel tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est que le réel, et ne pas essayer d'y substituer des fantasmes qui sont, à mon avis, intrinsèquement grotesques. Myrte jura à Bethléem l'enfant Jésus. Alors, je peux... Vas-y. Non, parce que alors, du vrai, l'enfant Jésus, c'est comme... C'est comme s'il s'appelait Raymond. L'enfant Raymond, Robert. Toto, Robert, Marcel. Donc, or, Jésus, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est 2000 ans de civilisation occidentale. Alors, il faut comment dirais-je? Il faut imaginer qu'il y a un Z au milieu, pas un S. On peut dire Jésus. Jésus. Si tu mets un H à la fin, Jésus. Tu vas dire l'enfant Jésus. Donne déjà ensemble. L'enfant Jésus. Jésus. À Bethléem. Jésus. Saint-Bert. Je l'ai lu. Patrick Leclerc. Imaginez dans un univers, et il y a peut-être plusieurs univers, dans un univers où il y a à minima 10 000 milliards d'étoiles, et personne ne sait combien il y a de planètes, que le soi-disant créateur de cet univers s'intéresserait à notre brillant quotidien d'Homo sapiens est grotesque, tout simplement grotesque. 10 000 milliards d'étoiles, et le créateur de cet univers gigantesque eut un fils. Un fils charpentier au chômage en Palestine. C'est la manifestation frénétique de notre mégalomanie d'espèce.
Or, je pense que nous ne sommes qu'une forme de primate raté et largement monstrueux. Le meilleur que nous puissions espérer pour l'éternité, et c'est long l'éternité, c'est quelque part dans un paradis informe d'avoir l'immense privilège de pouvoir passer tout notre temps dans un ravissement indicible à contempler être celui qui dit qu'il est celui qui est. Whoop-dee-doo. À la base du phénomène religieux, il y a à la fois une vraie interrogation qui, je pense, a toute sa dignité et sa légitimité, qui est de se dire qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Quel est le sens ? Une chose est certaine, c'est que nous allons mourir, tous. Les plantes, les animaux, tout. Quel est le sens de cette affaire ? Cette interrogation-là, je le ressens profondément. Tellement profondément d'ailleurs que les réponses imbéciles que la religion nous propose ne me satisfont pas une nanoseconde. Parce qu'en revanche, à cette interrogation, l'infantilisme et le narcissisme se substituent au sérieux du vertige métaphysique pour apporter des réponses qui, elles, sont d'une navrance incontournable. Ciel immense et plein de rien. Le néant, lui, au moins, existe. L'éthique aussi, le sens du péché, des péchés, proposés par les religions, et les monothéismes en particulier, sont particulièrement infantiles. Ils confondent d'une manière générale le mal avec la sexualité. Mon sexe, ce con, obstiné et furieux, refuse toujours de penser. Nous sommes confrontés immédiatement dans nos existences, tous autant que nous sommes, à cette perversion immédiate de la perception de la question sexuelle, des organes sexuels. Alors ça fascine, mais c'est répugnant, mais c'est dangereux, mais c'est mal, mais il ne faut pas, etc. Bon. Toutes ces histoires génèrent une angoisse absolument extraordinaire que, pour autant que l'on sache, le monde animal semble largement ignoré. Mieux vaut garder la tête au nord que le sud au cul. Mais nous sommes là-dedans. Et de ce point de vue-là, et d'un point de vue psychanalytique, je mesure bien la gravité de ce que je dis. Quand je disais tout à l'heure que, pour moi, Homo sapiens, c'était un primate taré, je rajouterais aussi, et peut-être surtout, que c'est un primate pervers. Et l'angoisse, le vertige de cette perversion, c'est-à-dire de cette perception perverse d'une réalité qui ne l'est pas, parce que je pense que la sexualité est moralement neutre, génère le délire collectif du religieux. Excusez-moi, je pense ressentir une soudaine érection. Non. Reste. Autant pour moi, désolé. Ce qui est présenté par les religions comme le mal, comme l'essentiel du mal, est sexuel. Et ça, c'est une projection d'un fantasme infantile. Il est pitoyable, à 60 ans, 6 x 10, 5 x 12, 4 x 15, 3 x 20, de n'avoir couché avec 2 filles en même temps que 4 fois. Pas si mal. Je pense tout de même que la surdétermination sexuelle est
est la plus forte dimension de ces affaires. Et que là, c'est toujours en partie une illusion. Je pense que l'amour romantique, sexué, encore une fois, hétérosexuel ou homosexuel, est en partie une illusion. C'est une illusion bienheureuse, qui restera bienheureuse plus ou moins longtemps, mais c'est une illusion bienheureuse. C'est une illusion aussi nécessaire à cette ultime plaisanterie qui est de faire des enfants sans y réfléchir et de façon généralement pseudo-consciente. Je rappelle quand même que nous dépassons les 7 milliards, que nous allons vers 10 milliards, et pour Roméo et Juliette, l'addition est un petit peu chère. À la corrida, les oreilles et la queue, les oreilles et la queue du toréador, évidemment, mais pourquoi les oreilles? Tous les films que l'on voit, en tout cas la grande majorité des films que l'on voit, ou des poèmes, tout ce qu'on veut, vis-à-vis de l'amour, l'amour, comme disait Céline, l'amour dont il s'agit, c'est essentiellement le début de la relation. C'est qu'on tombe en amour, on dit « fall in love » en anglais. On tombe amoureux. Bien, comment est-ce qu'on se relève et dans quel état? Souvent, la nuit, je ne dors pas. J'imagine des filles nues, pleines de sagesse et d'amour. Elles n'existent pas. C'est notre seul point commun. Plus ça va, plus j'ai tendance à, non pas à regretter, non rien de rien, comme disait l'autre, mais à tout de même être plus sceptique vis-à-vis des passions, même si elles sont peu nombreuses et tout ça est un bricolage de province, mais des passions de ma propre existence. Je suis de plus en plus sensible à la dimension de malentendu qu'il y avait là-dedans. Et peut-être d'espoir, sinon mal placé, tout au moins d'un optimisme suspect. Shakespeare. Prénom William. Diminutif Will. Diminutif de Will, Willy. Willy qui signifie depuis 600 ans en Angleterre, Zizi. Quant à Shakespeare, Monsieur Secoue-Lance, finalement, ça donne Monsieur Zizi Secoue-Lance. Je ne suis pas psychanalyste, comme dirait l'autre, mais permettez-moi quand même de souligner qu'être la création mentale d'un type qui s'appelle Monsieur Zizi Secoue-Lance n'est pas facile à porter pour un garçon. Écrire est un acte public. Interpréter ou jouer ou créer une pièce de théâtre est un acte public, c'est évident. Pour autant, vis-à-vis du théâtre ou de la théâtralisation, je ne sais pas encore trop ce que j'en pense, honnêtement, mais je le fais parce que c'est intéressant, mais je ne sais pas encore, je ne l'ai pas théorisé pour moi-même. Puis il ne faut pas tout théoriser, il faut vivre aussi. Oui, j'ai pas bougé le truc, je suis là tantôt. Tu as raison, je vais le zip. Pour l'écriture, je sais que lorsque j'écris, je me refuse méthodologiquement à penser au lecteur éventuel. Je n'écris pour personne d'autre que moi-même. Tu souffres? Lis à quel temps? Tu souffriras autant, mais tu seras plus apaisé. L'écriture est mégalomane, c'est un acte mégalomane. C'est un acte que même Jésus, notre maître à tous, n'a pas essayé dans les évangiles.
pas, il y a juste un moment où il semble tripoter vaguement par terre, etc. Comme par hasard, alors qu'il est en train de voir lapider une femme adultère. Une femme adultère, ça rappelle peut-être quelqu'un qui n'est autre que sa maman, qui s'est quand même trouvée enceinte, fécondée par l'oreille. On a du mal à le croire, etc., etc. Donc on voit très bien le fantasme de J qui tout d'un coup s'énerve devant une femme adultère dont il va sauver la vie. Merci Jésus, merci maman. Et là, c'est le seul moment, c'est intéressant, psychiquement c'est vraiment intéressant, c'est le seul moment où il semble faire des espèces de graffitis dans le sable avec un morceau. C'est dire que l'écriture, c'est pas rien. L'écriture, c'est un moment où le temps et le monde extérieur s'arrêtent. Et écrire, c'est essayer, aussi pathétiquement soit-il dans le réel, etc., mais c'est autre chose que le discours. Le discours, on peut l'effacer, on l'oubliera en partie, on l'interprétera différemment, etc. Le texte, c'est le texte. On peut aussi l'interpréter différemment, on peut le lire différemment, ou ne pas le lire d'ailleurs, c'est encore plus fréquent, mais ça devient un objet. Et un objet, ça vit longtemps et ça a sa logique interne. Words. 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 Maintenant, tout le monde ferme sa gueule parce que c'est moi qui écris. Et c'est moi qui suis le temps de ce mot, le temps de cette ligne, le temps de cette page. Je suis le maître du monde, du sens. Tu es le Dieu de ces pages. Dans le dernier livre que j'ai publié, je traite les terroristes du 11 septembre d'enculés. Et je reparle, et ça revient, et je dis ces enculés. Et puis il y a un moment où je dis, je sais ce qu'on va suggérer, on va dire que terroriste, c'est quand même nettement plus poli et fréquentable qu'enculé. Et je dis, je suis tout à fait d'accord, mais, cher lecteur, dans ces mots, dans ces pages, tu es chez moi. Et chez moi, je suis le seul maître et je fais exactement ce que je veux. Bing. Le livre même, une fois qu'il est publié, c'est un élément de réalité de moi-même que même moi, je ne peux contester. C'est dire. C'est-à-dire que ça existe vraiment. Mon idéal, cette improbable alliance entre Socrate et Lino Venturini. Je joue, je tourne, je tripote les mêmes grands thèmes. Socrate, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Céline, Hamlet. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai presque tout mon monde en fait. Être ou ne pas être un cornichon, être ou ne pas être rien, tout, n'importe quoi. That is the question. That, friends, is the only question. To be or not to be. Hamlet, véritablement, si mon maître ne veut rien dire, si ce n'est pas absurdement prétentieux, je dirais Hamlet est mon frère. Et je dirais même mon frère jumeau. Je ne connais aucun personnage, ni en littérature, ni en philosophie, qui me soit aussi évidemment proche. Il ne dit rien avec lequel je ne sois pas d'accord d'évidence.
Hamlet, finalement, comme Socrate, est mort d'épuisement et de dégoût. J'arrête. Je suis un fanatique, avec les moyens qui sont les miens, de l'esthétique. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif premier du texte, quel qu'il soit, c'est d'en inventer la musique, et une musique qui convient à son questionnement. Certains soirs, à moitié rond, je me prends pour John Le Carré. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'esthétique. Il reste esthétique. Il reste sortir le chien de ma voisine qu'elle a trouvé avec des annonces, a trouvé en Espagne, parce qu'on allait il était à la SPA en Espagne, il était abandonné depuis trop longtemps, il allait être euthanasié. Et elle s'est révoltée contre ça, donc elle a pris ce chien, elle l'a ramené. C'est un labrador, il pesait 23 kilos, c'était il y a 3 mois, maintenant il en pèse 40. Il va très bien, et comme elle travaille la journée, et que je travaille ici, j'arrête de travailler et je sors le chien. Le midi, et puis il passe 2-3 heures ici, moi je travaille, on fait des câlins de temps en temps. Voilà. Vous me direz, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais rien ne sert à rien. Des plein raison de ne pas le faire. De mon ordinateur, un message, vous n'êtes connecté à rien. Je m'en doutais un peu depuis. Je passe une bonne partie de ma vie, à me shooter en écoutant Jean-Sébastien Bach. J'écris en écoutant Bach et Vivaldi. Jean-Sébastien Bach, cantate Ich habe genug, j'en ai assez, tout est dit. Et Bach, c'est extraordinaire, mais ça compense quoi? Au-delà de combien d'enfants tués à Auschwitz ou au Rwanda, il faut pour mettre Bach en cause, ou Bach excuse quoi? Combien il n'excuse rien, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Et donc c'est pas un argument, c'est pas un argument d'une compensation éventuelle. Une mouette blessée, pourquoi il vole pas? Demande une petite fille. Fainéante, crie le père en jetant vers l'oiseau une canette vide. La mouette, dans le jardin en face, ne vole toujours pas. Vient un chat, et elle, sans même crier, nous regarde fixement. Un enfant hurle dans la rue, donne-moi ta main, son père avance et ne répond rien. Je n'en peux plus de n'en plus pouvoir. Mais pourquoi donc est-ce si difficile? S'il n'y a pas ni créateur, ni ordre moral indiscutable, ni obligation de quoi que ce soit indiscutable d'ailleurs, ça veut dire aussi que la faute, appelons ça le péché, l'horreur ou la cochonnerie générale, peu importe, mais en tout cas ces actes sont sans pardon. Et il est impossible de vivre sans se comporter peu ou prou comme un porc à un moment ou à un autre. Et ce n'est en aucune façon un compliment pour les cochons. Sous les pavés, la plage, mais sous la plage, rien. S'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de sens, mes erreurs sont impardonnables. Impardonnables.
elles sont là, il n'y a pas de retour en arrière, elles sont là pour l'éternité, aussi dérisoire soit-elle. Ça, c'est quelque chose qui me hante véritablement. Même si, petit homme de la plus ou moins normalité que je suis, mes fautes sont objectivement relativement dérisoires. Elles ne me quittent pas pour autant, ni leur humiliation. Il n'y a pas de pardon. L'Arct aujourd'hui, et depuis l'étrangeté de son aventure chirurgicale, ne parvient plus à oublier un seul instant qu'il va mourir. Aussi mesure-t-il tout le dangereux vertige du memento mori de nos pères. Souviens-toi que tu vas mourir. Et la vie te semblera plus précieuse, ses enjeux irréversibles plus graves, ton éthique plus essentielle. Le temps est court, les années passent et tu vas mourir. Tu vas mourir, mesure ton but et ne t'égare pas en route. Qui que tu sois, tu es unique et une fois parti, tu ne reviendras jamais. Memento mori. Le problème, c'est que pour vivre normalement, avec tous les guillemets possibles, et réussir tout de même à obtenir de l'expérience du vivant une joie qui n'est jamais que partielle et temporaire, mais enfin quand même une joie d'un certain niveau, d'une certaine qualité, c'est mieux si on peut faire comme si on oubliait qu'on était mortel. Comme si tu n'allais encore voir le printemps prochain, les hirondelles revenir et les arbres s'habiller en fleurs. Comme si. Mais c'est justement l'essentielle douceur de ce « comme si » qui, Anarthe, est à présent devenu inatteignable. L'évidence de sa propre mort ne le quitte plus. Il s'endort avec elle, en rêve la nuit, et la retrouve au matin intacte et ricanante. Comme un télescope pervers, elle a ruiné ses yeux. Et ce que se disent dans ces cas-là les enfants, on le sait cliniquement, on le sait, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, etc. Comme qu'on le devine et le projette, mais c'est le même sentiment vis-à-vis des animaux. En tout cas des animaux proches de nous. Je n'étais pas assez bien pour qu'ils m'aiment suffisamment et qu'ils restent. Cette idée-là, la possibilité que ma chienne éprouve cela, et ça aurait été, je vous dis, la même chose, et pire encore, si j'avais eu de petits-enfants, c'est que cette idée-là s'impose à eux sans que personne ne puisse leur apporter la preuve du contraire. Pour moi, ça, c'était la limite. À notre regretté ami, le moment venu, je préférerais à notre regrettable ami, ma dernière volonté, je crains de n'en avoir jamais eu de première. Rien, un couteau de cuisine, une relative hauteur, un simple cordage suffiront. Tandis que moi, je me pose toujours et depuis très longtemps la question d'un éventuel courage que je ne trouve pas. Alors, il est très mal élevé, surtout à propos de soi-même, de parler de lâcheté, c'est un gros mot, ça ne se dit plus. Disons prudent. C'est dingue ce que je peux être prudent. Et ça, c'est aussi une question qui se pose. Jusqu'où suis-je ou non capable d'affronter la mort, d'affronter le non-sens, d'affronter le simple fait que les choses ont une fin.
J'attends de voir. J'attends de voir. Le temps venu, mon fusil me dira enfin si je possède ou non une once de courage. Mais je sais aussi non seulement que je vais mourir, mais que je n'aurai jamais été qu'une sorte d'illusion, c'est-à-dire un phénomène secondaire, un épiphénomène, comme on dit en science. Et ben voilà, je suis un épiphénomène d'une microbiologie que je ne contrôle pas. Alors mon âme s'est mise à rire comme une folle, puis tout à coup, c'est envolé. On est très très peu d'humains à pouvoir tolérer notre propre vertige devant l'évidence, je ne dis pas du non-sens, mais de l'absence de ce qu'on voudrait avoir comme sens. Philosopher et n'être enfin plus pour soi-même qu'un symptôme parmi d'autres. C'est terrible de se dire que statistiquement les méchants vont gagner, qu'ils vont mourir comme nous, qu'ils vont être aussi morts que toi et moi, qu'ils vont pas payer le prix, que ça coûte rien. Voilà. Ça c'est atroce, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tout est gratuit, en quelque sorte. J'ai beau lui expliquer, ma pauvre vieille chienne s'entête à vouloir aimer tout le monde. Tu ouvres ton portable, Google, boum boum. Tu vas tomber sur 3 trucs les plus sollicités en temps T sur Google, sur ton portable. C'est systématiquement une confrérie de vaine imbécilité. C'est-à-dire que tu as l'héritage de Johnny, le match de foot de samedi, bien entendu, et telle starlet de je ne sais même pas quoi, mais enfin d'un truc télévisuel de réalité qui s'est fait mettre la main au cul dans la douche à Tahiti, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est effroyable. Je veux dire, et là, tu as immédiatement, et c'est anthropologiquement fascinant, parce que là, tu as immédiatement, et c'est incontestable, la quintessence des préoccupations, curiosités, fantasmes, intérêts du collectif. Et c'est à chier. Le soir, lorsque je fais la vaisselle, souvent, je rêve de guerre, n'importe laquelle. Mon dialogue interne, et si je me dis quelque chose, est de dire « avance plus vite, imbécile ». Tu vas crever, avance plus vite, imbécile. Essaye de ne pas rater ce que tu peux ne pas rater, s'il te plaît. Je m'aime pas beaucoup. Sur la photo, une vieille saleté fuyante et fausse, moi. Ma médiocrité, à tout le moins, est exemplaire. Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ça, mis à part écrire mes textes en cultivant ma rage pour mes soi-disant frères et aimer mon chien. Franchement, je ne sais pas. Relativement innocent du malheur des autres, radicalement incapable de les soulager. Pour autant,
les gosses qui sont ici de réfugiés qui vivent dans la rue, c'est un scandale crapuleux. Il faut leur donner à bouffer. S'ils viennent ici, qu'ils ne soient pas dans la rue. C'est honteux. Voilà, je déteste l'humanité, mais je suis pour les gosses, qu'on leur donne à bouffer. Qu'ils aillent à l'école et qu'ils fassent l'imparfait du subjonctif, je n'en ai rien à foutre, ça ne sert à rien, mais qu'on leur donne des protéines. Voilà, ça c'est clair. Il faut... Je n'arrête pas d'enrager contre la souffrance inutile, que ce soit celle des hommes, surtout des enfants, parce que plus c'est adulte, plus j'ai quand même de doutes. J'aime pas la souffrance des moutards. Dans le métro, où faisant des grimaces, je l'avais fait rire, une petite fille de sa poussette m'a discrètement fait au revoir du bout de sa main. C'est pas seulement la pitié pour l'homme, ou les enfants des hommes, c'est la pitié pour le vivant. C'est extraordinaire qu'il y ait des êtres vivants, végétaux, animaux, humains, dans cet univers. Mais derrière mes mots, un tout petit insecte sourit sous une pierre. Se faire girafe, ne plus parler qu'à la tête des arbres. Qui est du vivant, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Je trouve ça infiniment... À la fois c'est extraordinaire et c'est aussi beaucoup plus intéressant que ma vie, que ma survie à moi. Que cet olivier tienne le coup, grandisse tous les ans sur ce balcon, à Paris, pas d'olivier, c'est fabuleux, qu'il y ait, de temps en temps, il y a des abeilles qui viennent, enfin, les insectes, tout ça, c'est incroyable. Que les gosses, je sors ici, le chien est connu par tout le quartier, donc il y a une petite fille qui m'a dit encore hier, t'as vu, on a exactement les mêmes cheveux, hein, alors elle met ses cheveux sur la tête du chien, puis il fait des bisous, etc. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et donc, oui, il y a une... Si je ne ressentais pas une profonde pitié vis-à-vis du vivant, je pense que je ne mériterais pas d'exister. Je ne suis déjà pas du tout certain que je mérite d'exister. Parce qu'on ne peut pas penser le genre de choses que je pense sans immédiatement, parce que sinon c'est une crapulerie ou un snobisme, c'est-à-dire que c'est grotesque, sans être soi-même totalement dans cette interrogation. Un coca, plein de glaçons et un pain d'ironie. L'humour, je crois que c'est... Alors c'est à la fois, pour moi, vraiment une volonté dans les textes que j'écris, parce que l'humour est une protestation. C'est une manière de dire tout cela est tragique, mais ce n'est pas sérieux. Et la conscience peut en quelque sorte dans l'humour profiter d'elle-même. Serais-je encore ou non en train de faire le clown? Comment ça va? J'ai été connu pour être un enfant particulièrement comique qui se démenait pour raconter des blagues et pour faire rire les autres. Encore une fois, banalité absolue. Mais néanmoins, c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Ce qui peut étonner quand on voit l'optimisme hilar des remarques que je viens de faire pendant 2 heures. Mais paradoxalement, ça ne... Non seulement ça ne m'empêche pas, mais je dirais même que ça me conduit à
a aimé faire le clown. Voilà. Bon, alors bravo. Voilà. Une fois, deux fois, et on se Bis, calme. parce que vous avez un truc à dire en bis. Hein. Oh putain. Une fois, deux fois, et puis je vois que tu fais la gueule. Si ça va pas, Patrick? Si, ça va. Ça va. Non, ça va. T'as l'air triste. Tu as l'air triste, non? Non, c'est... Tu sais, je t'avais parlé de cette histoire avec cette jeune ornithologue. Ouais. C'est foutu. C'est fini? C'est fini. C'est fini. On s'entendait bien, elle et moi, on s'entendait bien, mais j'ai tout essayé. Ça, une autre ne me supporte pas. C'est souvent comme ça, tu sais. Alors, ce que je ferais bien, après ça, ce que je ferais bien en partant... Ah non, t'as pas rajouté un truc! Tu vas en rajouter jusqu'au bout, c'est ça qui Regarde, on raconte cette chose. On s'en va. Pendant que je me... Alors, Je mets et je fais... Si tu veux. Bon, si tu veux pas...